Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du Blabla Show. Dans ce Blabla série, nous allons décortiquer ensemble l'épisode 7 de la série The Watchmen, diffusée aux USA sur HBO et OCS en France. Alors je vous le dis à chaque review de cette série, franchement, je crois que c'est la série de l'année et de loin. Les épisodes sont de plus en plus puissants au fil que l'histoire avance et sachant que l'épisode 1 avait déjà mis la barre très haute, là on est à la limite du chef-d'œuvre sur ces 3 derniers épisodes. Après le flashback intimiste et violent de la semaine dernière, cet épisode nous plonge dans les souvenirs d'Angela Abar qui revient à elle petit à petit. Et oui, rappelons-nous tout de même qu'elle s'est tapé tout un flacon de nostalgia qui ne lui appartenait pas. Nous revivons de nouveaux flashbacks mais cette fois-ci dans la peau d'Angela enfant au Vietnam en compagnie de sa famille. Ces événements se portent principalement sur le jour de la victoire, référence directe à la victoire du Dr Manhattan au Vietnam, donnant ainsi aux USA son 51e état. Cet événement se déroule en mai historiquement dans le roman graphique et nous précise même que le Viet Cong se sont rendus en une semaine. Nous allons donc enfin en apprendre un peu plus sur la famille d'Angela, son passé et découvrir de plus en plus de choses sur son univers, ce qui la motive au quotidien, ses inspirations, mais aussi une méga bombe en fin d'épisode. Cet épisode fait le lien avec les 3 derniers par la découverte de Laurie dans l'enquête sur la 7e cavalerie, et oui, encore un twist, mais aussi avec la fin de l'épisode 5 où des membres de l'organisation se rendaient chez Wade Tillman, alias Looking Glass, sans nous donner plus de précisions sur son avenir. Vous vous souvenez, il venait de balancer Angela auprès de Laurie, et suite à ça, la 7e cavalerie lui rendait visite. Et mon petit doigt me dit que c'était pas pour jouer aux cartes. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode est truffé de références, clins d'œil et révélations de plus en plus grosses et jouissives. Difficile d'aller plus loin pour moi, sans spoiler, c'est donc ici que nous nous quittons si tu n'as pas vu l'épisode ou que tu ne souhaites pas en découvrir plus pour le moment. Mais avant de partir, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, de l'épisode, voire d'autres choses si le cœur t'en dit. Je débattrai avec toi avec plaisir. Encore une chose, n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'a plu et de t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Je vous le rappelle, le partage, le like et les commentaires de la chaîne sont très importants pour que celle-ci puisse progresser dans les méandres de YouTube. Et trêve de blabla. Pour les plus courageux et les âmes averties, c'est parti pour les spoilers. Alors il y a énormément de choses à dire sur cet épisode, donc d'avance je suis désolé si j'oublie quelque chose qui te paraît important. Commençons par le titre de l'épisode. Comme à chaque fois, j'aime bien vous parler des titres, et là ce début d'épisode met bien en avant le titre, à savoir une crainte presque religieuse. Elle fait référence au roman graphique dans lequel une phrase du livre révélée par la propre narration du Dr Manhattan, selon laquelle de nombreux Nord-Vietnamiens voulaient se rendre directement et personnellement à lui. Leur terreur envers moi équilibrée par une crainte presque religieuse. Vous pouvez voir cette crainte presque religieuse dans la manière dont la journée de victoire est célébrée au Vietnam où le Dr Manhattan est plus omniprésent que le Père Noël à Noël ou l'oncle Sam au 14 juillet. Mais je reviendrai sur le Dr Manhattan en fin de vidéo afin de se concentrer d'abord sur les événements importants de cet épisode. Puis ça me permet aussi de te garder un petit peu avec moi. Toujours dans ce début d'épisode, nous allons faire la connaissance d'une jeune Angela. Il pourrait être difficile de trouver une date exacte pour cette première séquence illustrant l'enfance d'Angela. Cependant, il existe quelques indices. Vous pourrez clairement voir une copie de VHS de Ghostbusters sur l'un des racks. Ghostbusters n'a été diffusé sur VHS qu'à partir de 1985, de sorte que la narration documentaire audible dans le magasin indique que cela a lieu après le départ de Dr Manhattan du globe terrestre. Nous pouvons également supposer que la journée de victoire a lieu en mai ou en début juin, grâce à une mention dans le livre où le Dr Manhattan parle de sa présence au Vietnam en mai et que les Viet Cong devraient se rendre dans la semaine. Mais j'irai même plus loin. On sait que depuis l'épisode 6, Angela est née en 1976 à Saigon. Dans l'épisode, elle va indiquer à Madame Triou que son souvenir se passait le jour de ses 10 ans, ce qui veut donc dire que cela se passerait en mai ou en juin 1986. Par ailleurs, la chanson jouée lors de la séquence du jour de victoire dans cet épisode est un autre indice du fait que cela vient d'après novembre 85. Et oui, je veux parler de Living in America de James Brown qui a été publié en décembre 1985. Il est également connu pour être une des pièces maîtresses musicales du thème de Rocky IV. Et oui, quoi de mieux que cette musique pour reparler de la guerre froide, de l'opposition entre les États-Unis et l'URSS, mais aussi vivre en Amérique, puisque je le rappelle, le Vietnam est devenu le 51e État des États-Unis. Donc tout un parallèle qui est fait entre ces univers. Nous voyons Angela récupérée par sa grand-mère June à l'orphelinat, puisque ses parents auront été tués dans l'attentat du début d'épisode. Elles vont déjeuner ensemble dans le restaurant Burgers and Borsch, qui est un fast-food présent dans le comic, tandis qu'il se joue en fond sonore Every Time You Go Away, la version de Hall & Oates, et non pas celle de Paul Young qui aura connu un succès monumental. La présence du restaurant situe également les événements de l'enfance d'Angela après les
les événements du 2 novembre 85. Pourquoi? Parce que la fusion des cultures américaines et russes d'une manière aussi absurde que commerciale se produit après qu'un nouvel esprit de coopération se soit forgé à cause de la menace d'invasion extradimensionnelle forgée avec le succès d'Ozymandias. De plus, lorsque la jeune Angela se rend dans le magasin de location de vidéos, on y voit 3 films principaux sur la colonne de VHS. La première évidemment est Sister Night, nécessite aucune explication concrètement, vous l'aurez bien compris. De manière amusante, on peut y lire une religieuse avec une arme à feu, putain. Encore une référence aux comics puisqu'il s'agit du nom du titre d'un des chapitres du tome 1 de Watchmen. Et à bien des égards, cela donne à Angela une histoire relativement simple, inspirée d'un héros fictif et qui la met presque en ligne avec 2 versions de Night Owl du comics. Et bien sûr celle de Hood de Justice, telle que nous la comprenons maintenant puisque l'on sait la vérité. En sorte, quelques personnages qui deviennent des héros parce que c'est la bonne chose à faire. 2 autres films aussi sont à l'honneur. L'un d'eux est Fog Dancing, déjà vu dans l'épisode 4 dans les mains de Madame Clark en format livre. Lorsqu'elle vend des œufs sur le bord de la route, elle est en train de lire le livre de Max Shea. C'est l'adaptation cinématographique du roman de l'auteur de Tales of the Black Friday et un pion involontaire dans le projet d'Adrian Veidt malheureusement. Le film est apparemment assez bon car il y a un laurier visible sur la boîte. Et bon sang, il a été réalisé par David Cronenberg. Le personnage principal, le dos tourné, représente un homme à la queue de cheval et aux cheveux blonds, très similaire à celui de Max Shea dans le livre. Son slogan: dans la guerre fabrique des monstres pour nous tous. Vous imaginez un film Watchmen réalisé par David Cronenberg en 86? Ça aurait été incroyable. Alors entre cela et Pale Horse de Steven Spielberg, l'histoire alternative de Watchmen a également des projets de films très intrigants. L'autre film est Silk Swinger, un film d'exploitation minable de la fin des années 40 qui a dramatisé, apparemment assez mal, le début de carrière de Silk Spectre, Sally Jupiter, la mère de l'agent Laurie Blake. Il existe aussi plusieurs films pour enfants sur les éléphants, Trunky et Tusky, considérant l'importance des éléphants plus tard dans l'épisode. Et oui, on y verra l'éléphant qui absorbe les mauvais souvenirs ingurgités par la nostalgie par Angela elle-même, et aussi le rapport que peut avoir Lady Trieux avec sa mère, qui a écrit, rappelons-le, un livre qui s'appelle Maman Pachyderme. D'autres œuvres sont aussi présentées comme Pork, Dawn of the Farm et Le Pistolet Runchy. Un autre petit élément, c'est que quand Angela se réveille, elle va mentir à Lady Trieux à propos de ce qu'elle aura vu dans son rêve, faisant passer son rêve pour quelque chose d'innocent, puisqu'elle dit que c'est lorsque ses parents lui ont offert un poney lors de son 10e anniversaire, alors qu'en réalité c'était l'attaque terroriste. Et ça nous fait encore un petit lien avec le comics, puisque il faut savoir que dans les comics, Rorschach, à savoir Walter Kovacs, aura menti à son psychiatre lorsqu'il aura eu lui-même le droit à un test de Rorschach, puisque ce dernier dira avoir vu un joli papillon à la place d'un chien avec la tête fendue en deux. Parlons maintenant de ce qui se serait passé à la suite de l'épisode 5, à savoir la visite de la 7e cavalerie au domicile de Wade Tillman, Looking Glass. L'agent Petey est en train de découvrir la scène de crime qui a pu se produire en y retrouvant 5 membres de la cavalerie dont les corps sans vie gisent dans le bunker de Wade Tillman. On peut apercevoir quelques vieux numéros de New Frontiersman et notamment ceux en liaison avec la pluie de calamars, ce qui nous remet en avant l'obsession de Wade Tillman pour les calamars. Cela dit, on peut avoir une bonne nouvelle finalement, puisque nous n'apercevons pas Wade Tillman parmi les cadavres présents dans le bunker. Cela semblerait dire qu'il est en vie. Et si je devais encore faire une liaison avec le comics, je dirais que cela ressemble beaucoup à ce qui a pu se passer, et notamment avec l'assassinat du premier Night Owl, premier hibou, Hollis Mason, qui aura été attaqué par une bande de malfrats à domicile. Seulement là, les choses se sont passées différemment, et Wade, ou Bull Disco comme l'appellerait Laurie, n'a pas donné sa part au chien. Tiens, Laurie, en parlant d'elle, rappelez-vous, ça faisait partie des petites questions que je me posais et dont je vous avais fait part dans ma review de l'épisode 5 où je me demandais pourquoi le sénateur a envoyé Laurie enquêter alors que c'est une redoutable enquêtrice et qu'elle risque de découvrir le poteau rose sur ses agissements. Eh bien, nous avons une bonne partie de réponse. Bien que ce soit encore assez flou sur sa présence à elle, en tout cas en termes d'enquête, mais on en apprend un petit peu plus. En effet, elle est capturée en rendant visite à la veuve de Jude Crawford alors qu'elle était en train de donner sa version de son enquête, mettant en cause sa famille. La femme de Crawford avoue tout de suite tous ses crimes et malgré un système qui a l'air d'être un peu vieillot, appuie sur une télécommande qui fait tomber Laurie dans une trappe. Le sénateur donnera l'ordre qu'on la fasse prisonnière et viendra même lui révéler son plan, à savoir capturer le docteur Manhattan afin de lui voler son pouvoir pour les transformer tous en demi-dieux et rééquilibrer la balance comme il le dit. Et oui, ce dernier se permet même de donner une petite phrase marrante en disant qu'il est très difficile d'être un homme blanc aux États-Unis actuellement. Quelle blague. Il veut donc que Laurie assiste à la mort de son ancien amant sans se douter une seconde qu'il n'était pas loin d'elle durant tout ce temps. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. On voit aussi le procès d'Adrian Veidt. Vous vous souvenez, dans l'épisode 6, nous n'avons pas vu Ozymandias puisque ce dernier avait été interpellé dans l'épisode 5 par le garde-chasse. On le retrouve dans son costume d'Ozymandias à son procès qui aura a priori duré 360
65 jours, soit 1 an. Et si on prend la correspondance de un épisode égale 1 an dans le story time d'Adrian Veidt, on peut dire que tout est bien respecté jusqu'ici. Mais je pense franchement que nous le verrons dans le prochain épisode et que nous aurons droit peut-être à un retour d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, au moment du verdict, on voit une mise en scène avec l'arrivée de Por en guise de père pour pouvoir juger Adrian Veidt et donner un verdict. Cependant, on y voit un Adrian Veidt qui finit par craquer et pleurer suite à l'annonce du verdict, ce qui ne lui ressemble pas et ne laisse rien présager de bon à son sujet. Toujours en parlant d'Adrian Veidt, je vais vous parler d'une théorie qu'avance Captain Popcorn, youtubeur qui est critique ciné aussi, que je suis depuis de très nombreuses années et que j'apprécie dans son travail de référence notamment. Sa théorie est très intéressante et se rapproche de ce que je pense à peu près, sauf qu'il va beaucoup plus loin. Il avance que selon lui, la statue de Veidt en or dans le bureau de Trieux serait le vrai Veidt et qu'il a fallu le mettre sous cette espèce de forme congelée, un petit peu comme Solo dans l'Empire contre-attaque, pour pouvoir lui faire traverser l'espace et le faire revenir sur Terre. Et que ce serait ça, du coup, qui serait tombé dans le champ des Clarks dans l'épisode 4 lorsque Madame Trieux rachète la ferme et la propriété des Clarks en leur proposant un enfant plus 5 millions de dollars sur un compte et qu'on y voit une astéroïde s'écraser dans les champs. Ce qui nous faisait penser un petit peu à l'histoire de Superman. Je dois dire que je suis plutôt d'accord avec cette théorie et que le déclenchement de l'horloge du Millennium de Madame Trieux aura deux impacts. Celui de réveiller Veidt et celui de déclencher un système utilisé par les Cyclopes dans le flashback de l'épisode 6 où l'organisation se servait de projecteurs de cinéma pour manipuler les foules par l'hypnose. Madame Trieux ayant offert des écrans HD à toute la population de Tulsa, ne serait-il pas une façon de prendre à son propre piège la 7e cavalerie alias le Cyclope? Si c'est ça, plutôt bien joué. D'ailleurs, en parlant de Madame Trieux, je vous parlais de mes suspicions au sujet de sa fille Bian, que je suspectais être son propre clone. Et en fait, j'étais pas loin. Je vais vous expliquer. Dans cet épisode, nous apprendrons que Lady Trieux a cloné sa propre mère, Bian, afin de l'élever à nouveau comme sa fille. Elle aurait extrait l'intégralité des souvenirs de cette dernière et les réinjecterait au fur et à mesure à sa fille, mère, enfin je sais plus trop comment on peut l'appeler. D'ailleurs, Bian a écrit un livre intitulé Pachyderm Mom, comme je vous indiquais tout à l'heure, et il y a de nouveaux expliquant comment elle avait l'intention d'élever Lady Trieux pour qu'elle soit exactement le genre d'incarnation du génie et de la perfection qu'elle s'est finalement révélée être. Et selon Pitipédia, le site source en lien avec la série Watchmen, sur lequel on peut apprendre pas mal de petites choses intéressantes, et je vous le conseille d'ailleurs, ces méthodes semblent terriblement similaires à la façon dont nous voyons Lady Trieux élever la plus jeune Bian. Alors, même si ça semble fou, à votre avis, est-ce qu'il serait possible que Lady Trieux soit aussi un clone de sa mère? Bonne question. Le discours de Lady Trieux pour le lancement de l'horloge du millénaire indique comment elle a voulu que le nostalgia soit un moyen pour nous d'évoluer. Adrian Veidt, insipidement, espérait faire évoluer les gens vers un état d'esprit plus héroïque grâce à sa méthode Veidt et à sa ligne du millénaire qui étaient tous deux des échecs. Il est également intéressant de noter que la 7e cavalerie utilise la technologie volée des industries Trieux pour construire on ne sait trop quoi. À moins bien sûr qu'il ne soit pas volé, mais bon, là pour le coup c'est un peu trop dark et je préfère pas y penser. Encore un petit clin d'œil, Cal Abar est en train de lire Hemingway pour qu'il sonne le glas lorsque Angela rentre chez elle. Un autre gros clin d'œil, et là franchement il fallait être sourd pour ne pas l'entendre, dans le générique de clôture nous avons une version instrumentale de Life on Mars de David Bowie. C'est d'ailleurs l'une des plus belles œuvres de cet artiste qui nous a quittés il y a quelques temps maintenant. Alors venons-en maintenant au Dr Manhattan, puisque je sais que c'est vraiment ce qui vous intéresse le plus. L'épisode commence par des extraits d'un documentaire sur le Dr Manhattan qui regorge de clins d'œil et même de nouvelles révélations sur notre bon ami John Osterman, alias Dr Manhattan. Parmi eux, nous trouverons un titre dans le journal New Frontiersman avec John sur la Lune aux côtés de Neil Armstrong avec les mots The Right Stuff et des publicités dans les magazines vantant les innovations technologiques menées par Manhattan telles que les batteries au lithium qui ont alimenté sa première vague de voitures, l'une d'elles d'ailleurs s'appelle la Ford Andromeda, ou des images couleurs du célèbre panneau du livre présentant le Dr Manhattan géant sur les champs de bataille de la guerre du Vietnam. Le New York Gazette du 30 octobre 1985 annonçait son départ pour Mars et plus encore, vers l'infini et l'au-delà. Ah non, je me trompe de film. Un autre article important est la couverture de Nova Express qui a joué un rôle crucial dans les événements comics. Doug Ross a rédigé l'exposé, basé sur de fausses informations plantées par Adrian Veidt d'ailleurs, sur le lien entre le Dr Manhattan et des cas de décès par cancer chez les humains ayant collaboré avec ce dernier. Le marionnettiste du Dr Manhattan le jour de la victoire, étant le cerveau d'une attaque terroriste, est plutôt approprié entre guillemets, si je dois dire, en raison de la philosophie du livre « Je ne suis pas qu'une marionnette qui peut voir les cordes », écrit par le Dr Manhattan lui-même. Elle fait aussi référence à un passage dans l'un des tomes du roman graphique dans lequel Laurie demandait à John Osterman s'il
il est une marionnette au service des USA. L'épisode se termine avec Angela tenant un symbole du Dr Manhattan alors qu'une lueur bleue l'enveloppe. Oui, il s'avère que Cal est en fait le Dr Manhattan, ou plutôt le Dr Manhattan se sert de l'enveloppe charnelle de Cal pour pouvoir y être caché. Ça me rappelle un petit peu les Men in Black, vous vous souvenez, avec le petit être à l'intérieur du gros être et le visage s'ouvre afin d'y laisser paraître une petite bête sans défense. La fin de l'épisode 7 est juste phénoménale. Entre l'échange de Madame Trieux et Angela au sujet du Dr Manhattan, ou alors la révélation faite sur le Dr Manhattan, voire même la 7e cavalerie qui course le Dr Manhattan, bref, vous aurez compris, c'était très palpitant. D'ailleurs, Lady Trieux aura eu des mots assez énigmatiques envers Angela à Barr. En effet, elle l'informe que le Dr Manhattan est sur Terre et même à Tulsa et que la 7e cavalerie l'a trouvé et qu'elle est d'ailleurs au courant du plan de la 7e cavalerie pour le capturer. Mais la surprise de Madame Trieux, c'est lorsqu'elle explique ça à Angela, Angela ne lui répond pas, ce qui va nous emmener à cette phrase. Vous ne m'avez pas demandé qui il est, dit Trieux. Je sais que vous allez dire que je suis folle, mais je viens de vous dire que le Dr Manhattan est parmi nous et qui se promène parmi nous en tant qu'être humain et vous ne me demandez pas qui il est. À ce moment-là, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris malgré l'intégralité des indices laissés dans tous les épisodes, nous comprendrons qu'Angela sait qui est le Dr Manhattan et bien entendu son mari Cal. D'ailleurs, nous suivons Angela qui rentre chez elle en panique et qui parle d'un ton calme presque triste à Cal. Et juste après, elle nous sort le marteau prête à faire un carnage. À partir de ce moment-là, on comprend ce qui va se passer et Angela plonge le marteau dans le crâne de Cal et le frappe jusqu'à pouvoir ouvrir ce dernier et en sortir un petit électron ressemblant étrangement au petit symbole sur le front du Dr Manhattan, symbole de l'atome d'hydrogène par ailleurs. En fixant Angela, on peut y voir une lueur bleue tout autour d'elle la reflétant et on comprend que le Dr Manhattan est de retour. Je pense que c'est sans doute la plus grande révélation à ce jour et surtout dans les 7 derniers épisodes. Maintenant, restera à découvrir dans quelles circonstances Angela et le Dr Manhattan se sont rencontrés, comment sont-ils tombés amoureux, pour quelles raisons ont-ils décidé réellement cette mise en scène. Bref, encore une fois, on reste avec des questions en suspens dont j'espère que nous aurons les réponses très prochainement. Bref, ça n'annonce que du bon. Encore une fois, c'est un épisode d'enfer, dantesque, on pourrait trouver tous les adjectifs possibles et inimaginables, positifs. Bref, c'est une tuerie. Une fois l'épisode terminé, je n'avais envie que d'une chose, le remettre une deuxième fois, tellement je venais de me prendre une claque et que cet événement venait de me provoquer en moi un côté sadomaso, voulant absolument recevoir une deuxième gifle. Alors j'imagine un peu la chose, je vous rassure, je ne suis pas sadomaso, c'est juste une façon de pouvoir dire à quel point cet épisode m'a retourné. Alors si tu as aimé cette vidéo, encore une fois, comme tu l'auras constaté en voix off, et ben n'hésite pas à liker, à partager. Le partage est très important parce que c'est ce qui permet de me faire connaître entre guillemets par le bouche à oreille. Sans votre aide, c'est très difficile d'aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait, ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai dans notre communauté du Blabla Show. Bref, en tout cas on se revoit prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur le Blabla Show.